Haïti dispose désormais d'une école nationale d'administration et de politique publique. Cette nouvelle entité a été officiellement inaugurée ce mercredi en présence du Premier ministre Laurent Lamotte et des représentants de la communauté internationale venant notamment du Canada et du Québec. Cet établissement supérieur devrait participer à la modernisation des entreprises publiques. L'École nationale d'administration et de politique publique est une école d'excellence dont la mission essentielle, définie par l'article 2 de l'arrêté du 9 juillet 2013 portant organisation et mode de fonctionnement de l'ENAP. Afin de pouvoir mener à bien sa mission, l'ENAP doit notamment assurer la formation et le perfectionnement des hauts cadres de la fonction publique haïtienne, de développer de nouvelles capacités en matière de gestion et de politique publique, d'encourager le développement de la connaissance dans le secteur public, de contribuer par son expertise à la résolution des problèmes auxquels font face les institutions publiques haïtiennes, de promouvoir la bonne gouvernance. Afin de remplir complètement son rôle, l'ENAP doit se déployer dans tous les départements de la République. La création de l'ENAP haïtienne, cependant, cette institution d'enseignement supérieur au service de l'État haïtien, je ne la décrirai pas comme un aboutissement, mais bien plutôt comme le franchissement d'une étape importante, symbolique, pour le renforcement des capacités d'une fonction publique haïtienne dont l'importance a été réaffirmée au plus haut niveau politique dans le contexte de la réforme de l'État. C'est du travail de longue haleine. Cette institution, dont je ne doute pas qu'elle sera appelée à jouer un rôle crucial dans la modernisation de l'appareil administratif, dans la rénovation de la fonction publique, est à juste titre un exemple manifeste de ce désir d'autonomisation de l'État qui marquera durablement, je le souhaite, la nouvelle administration publique et par là l'ensemble de la société haïtienne. La réforme de l'État est un impératif absolu devant garantir la bonne gouvernance administrative d'Haïti, tant au niveau central qu'au niveau territorial. Dans le cadre de la modernisation de la fonction publique haïtienne, le gouvernement devra lui aussi, via l'OMRH, d'établir la classification des emplois publics. 2. De réaliser le recensement des fonctionnaires de l'administration centrale de l'État. 3. De tenir un fichier central. 4. D'établir une grille indiciaire des salaires. 5. De garantir le bon déroulement de la carrière. 6. Assurer un suivi individualisé des agents publics. 7. Garantir un accès équitable et juste à la fonction publique par l'organisation de concours et d'examens. Et 8. Garantir l'accès à une retraite décente. 9. De définir la politique nationale de formation. La réforme de l'administration publique que nous envisageons est d'une grande envergure. Elle va prendre du temps pour se mettre en place. Cependant, elle est irréversible. Je souhaite longue vie à l'ENAP, un nouvel outil institutionnel qui viendra renforcer les efforts du gouvernement pour doter notre pays des moyens de ses ambitions, pour réduire les inégalités, pour réduire et nous battre contre la pauvreté extrême et pour qu'Haïti ait une administration publique efficace qui puisse répondre aux multiples cris de changement de la population. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti, Didier Fils-Aimé, estime que l'entrée en fonction d'un nouveau gouvernement issu des accords interhaïtiens est un point positif pour le pays. Il se réjouit tout particulièrement que la nouvelle ministre des Finances, Marie-Carmel Jean-Marie, ait fait du budget sa priorité. M. Fils-Aimé a insisté sur l'importance des élections pour maintenir la stabilité indispensable aux affaires. Nous sommes dans les affaires, nous-mêmes c'est dans le business, nous avons besoin de stabilité. Nous avons besoin de stabilité non seulement pour nous faire business, nous grandir,
mais nous avons besoin de stabilité pour employer nous. Nous avons besoin de stabilité pour nous créer plus de jobs. Et instabilité politique là, pas qu'à mener résultat, ni pour l'entreprise, ni pour la population. C'est clair que nous-mêmes dans le secteur privé, nous avons toujours soutenu n'importe qui ça qui mène nous en stabilité. Et nous interpeller tout acteur pour mettre tête ensemble pour travailler. Il faut que la majorité travaille pour un avancement, pour que c'est Haïti qui devant, c'est parti intérêt personnel mesquin qui devant. Secteur privé, en général, souhaiter élection dans fin d'année, élection 2 années de retard, nous t'aimons que nous retournions dans l'ordre constitutionnel pour que stabilité soit établie sur tout le pays et que nous-mêmes, businessmen, hommes d'affaires, industriels et commerçants, nous avons fait ça qu'on fait. Qui c'est produire, vendre, faire économie à marché, créer job. Depuis qu'il y a une stabilité et il y a des ralentissements, il y a toujours un ralentissement depuis qu'il y a une incertitude. Et à faire élection, c'est une incertitude, mais nous voyons qu'il y a des mouvements qui sont faits vers les élections et nous pensons que ça va relaxer en pile monde qui a en pile inquiétude. Et j'aime dit avant, Madame Jean-Marie parlait de budget qui est extrêmement important. Budget, il y a un plus gros investisseur et monde qui fait plus de dépenses dans l'économie, c'est l'État haïtien. Et du fait que pas de budget, il y a des dépenses qui ne peuvent pas commencer ou des dépenses qui ont commencé, qui financement a été campé. So, un vote de budget à son bagage qui est extrêmement important pour l'économie et la stabilité aussi. L'Université de la Fondation Jean-Bertrand Aristide a lancé mardi un programme spécial de bourse en faveur des élèves ayant achevé leurs études secondaires. Mildred Aristide, responsable de cet établissement supérieur, à lors de ce lancement, annonçait que l'effectif de l'université ayant augmenté ces derniers jours, la faculté est appelée à s'agrandir. Nous avons recommencé en 2011, septembre 2011, avec faculté de médecine. Nous avons commencé avec une seule promotion de 126 élèves. Et depuis le concours d'admission, nous avons dit 50% femmes, 50% hommes. Donc nous avons pris 62 filles, 62 garçons. Et nous commençons avec la première année. Et c'était première année, c'était le premier projet. Et nous avons joué un pile support de l'autre organisation, telle que Zami la Santé a aidé nous pour nous reprendre le campus et vraiment déraper. Deuxième année, nous avons comme but pour nous commencer avec l'école d'infirmière. Parce que nous connaissons que la médecine, santé, ce n'est pas docteur seulement, il y a un pile l'autre aspect de la santé. Donc deuxième année, nous commençons avec l'école des infirmières. Nous avons commencé avec environ 80 élèves. À Nice, troisième année, nous avons visé faculté juridique à sciences politiques. Et effectivement, nous commençons en novembre avec une classe aux environ 40 élèves pour faculté de médecine. Donc en tout, nous avons 3 promotions faculté de médecine, 2 promotions école infirmière avec une promotion en sciences juridiques. Nous avons une vision pour que l'UNIFA vienne une université toute bonne. Ça veut dire toute faculté représentée. Le commandant sud des forces armées des États-Unis, le général John Kelly, a visité ce mercredi le village Luman Casimir au pied du Morne-à-Cabri, en compagnie du président Martelly et de l'ambassadeur des États-Unis Pamela White. Le général Kelly répond ainsi à l'invitation du président Martelly pour rassurer les bailleurs sur les résultats obtenus à partir de leur partenariat. Pour qui ça nous fait ça? Pour permettre de connaître qui j'ai connu travail, pour eux-mêmes continuer à avancer avec nous. Parce que nous connaissons les Américains qui ont fait effort pour accompagner Haïti, mais ils ont voulu une certaine connaissance de jeunes à avancer, dans la transparence, dans la réalisation. Donc c'est pour ça que nous l'avons dit, on a fait des tournées avec les amis général Kelly. La campagne de vaccination des volailles se poursuit en Haïti et l'interdiction des produits avicoles dominicains est toujours maintenue, annonce faite par le secrétaire d'État à la production animale, Michel Chancy. Alors nous connaissons la vaccination Newcastle, son barrage qui doit être fait presque continu. Mais il y a des époques dans l'année côté maladie, les frappent plus. Donc l'époque ça, c'est surtout l'époque carême. Donc nous encourageons tout le monde pour que depuis le mois de janvier, février, ils vaccinent pour lui. Mais ça peut dépendre tout de qui zone dans le pays. Il y a des zones côté c'est plus dans le mois de novembre maladie a frappé. Le ça c'est dans le mois septembre octobre pour vacciner. Donc nous faisons appel, nous faisons tout le monde songer pour le pays son poules qui a rapporté nous l'argent. Nous gagnons près de 7 à 8 millions de poules dans le pays. Là nous perdons 30-40% dans ça, c'est des millions de dollars qui perdus qui allent.
chaque poule nous connaît avant n'importe qui 30, 40, 50 dollars, 60 dollars même. Donc c'est un revenu qu'il a, son l'argent qui serré que on a perdu simplement pour peut-être une petite négligence. Donc là, nous mobiliser tout le monde dans tout département, nous encourager, demander à agents vétérinaires à chercher vaccin. Parce que le vaccin là, il est disponible. C'est seulement une question pour nous mettre tête nous ensemble pour nous aller chercher le vaccin. Et puis, chaque monde a une petite cotisation et puis comme ça pour le vacciner. Il n'est pas recommandé pour vacciner le maladie a déjà frappé. Donc c'est avant maladie à venir. Parce que si vous vaccinez, pour lui mourir quand même, et il y a des gens quand même qui va dire ah c'est vaccin que tu es pour lui. Donc c'est ça qui fait nous pas encourager vacciner pour le côté maladie a déjà frappé. Donc là nous allons prolonger, nous allons encourager nous continuer tout autant yo pas courir maladie à la caillou, continuer vacciner et puis pour l'année prochaine nous prend plus bonheur pour nous sauver plus pour le toujours. Le 4e forum sur la finance organisé par le groupe Croissance se poursuit jusqu'au 11 avril. Plusieurs personnalités évoluant dans divers domaines ont été honorées lors d'une soirée au Caribé Convention Center. C'est le cas du PDG de Radio et Télémétropole, Richard Widmayer. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur d'introduire un modèle pour les générations à venir, Madame Mireille Mirovipierre. Je vous dirai, chers amis et parents, qui m'honorez de votre présence, soyez assurés de l'expression de ma sincère reconnaissance et de ma profonde gratitude. Et c'est avec beaucoup d'humilité et de fierté que j'accepte cette nomination au Panthéon de la Finance. Merci. J'ai un grand plaisir, un grand honneur de vous introduire Monsieur Charles Clermont. Sommet de la finance, Haïti 2014, 4e édition. Groupe Croissance SA et Banque de la République d'Haïti, honneur et mérite à Charles Clermont pour son leadership et sa grande contribution à la modernisation du système financier haïtien. Félicitations, Charlie. Roro et moi, et d'autres personnes qui sont là, je suis content de les saluer, comme Nesmi. Mais je parle à Nesmi, je parle à Américain, je parle de l'équipe de Groupe Croissance, pas les ministres, mais je salue les ministres. Je dis que nous sommes tous des gens qui, pour une raison ou pour une autre, il y a quelque chose en nous qui ne sera jamais éteint tant que nous n'aurons pas vu cette flamme, cette terre promise qui est une Haïti nouvelle, libérée et dans laquelle il fait bon vivre. J'y crois et je vais continuer à y croire. Donc je tiens à remettre à l'occasion de ce 20e anniversaire à Richard Widmayer, PDG de Radio Télémétropole. Une longue histoire, mes amis. Sommet de la finance Haïti 2014, 4e édition, Groupe Croissance SA. Remerciements spéciaux, je n'ai pas mis les dollars et les gouttes entre parenthèses, à Radio Télémétropole pour le support inconditionnel apporté à Groupe Croissance au cours des 20 dernières années. Port-au-Prince, le 8 avril 2014. Richard, merci beaucoup. C'est pour moi l'occasion aujourd'hui de remercier Kessner. Et toute l'équipe de Groupe Croissance, je vous remercie. Je suis très, très honoré. Merci. Dans l'actualité internationale, des militants pro-russes, certains armés, occupaient toujours ce mercredi le siège des services secrets dont ils se sont emparés dimanche à Lougansk, dans l'est de l'Ukraine, malgré la menace d'un recours à la force par Kiev. Lougansk continue à résister. Dans cette ville pro-russe de l'est de l'Ukraine, le siège des services secrets est envahi par des activistes armés. Ce matin, les autorités ukrainiennes leur ont lancé cet ultimatum. 48 heures. Les occupants ont 48 heures pour vider les lieux
sinon ce sera la force. C'est notre dernière chance. Kharkiv est perdu, Donetsk est perdu, Mykolaiv est perdu depuis longtemps. Odessa est presque tombée. Nous sommes le dernier espoir dans toute l'Ukraine. Dans ces villes de l'Est, les opposants réclament l'aide de Moscou. La Russie, très critiquée par la communauté internationale, a déployé des dizaines de milliers d'hommes à la frontière ukrainienne depuis l'annexion de la Crimée. Moscou assure que ce n'est pas une menace. Ici à Donetsk, les avis sont partagés. Unité du pays, rattachement à la Russie, fédéralisation de l'Ukraine, indépendance. Nous voulons la liberté, nous voulons qu'une république de Donetsk unisse tous ceux qui veulent être avec nous. Nous voulons que Donetsk reste une ville ukrainienne, nous l'aimons, nous aimons notre Ukraine. Ici, les manifestants tiennent toujours les locaux de l'administration régionale. Après l'ultimatum lancé par Kiev, les prochaines heures seront cruciales pour l'unité de l'Ukraine. Et aux États-Unis, un élève a poignardé une vingtaine de ses camarades mercredi dans un lycée près de Pittsburgh, en Pennsylvanie, avant d'être arrêté. Une vingtaine de lycéens ont été poignardés par un autre élève ce mercredi dans un établissement scolaire près de Pittsburgh aux États-Unis. Certains grièvement. L'agresseur présumé a 16 ans et avait 2 couteaux sur lui quand il a été arrêté selon la police. Un agent de sécurité a également été blessé. Toutes les blessures ont été faites avec un couteau, a confirmé Marc Rubino, un des médecins de l'hôpital où de nombreuses victimes ont été transportées. Il semble que la plupart des blessures reproduisent le même tracé. La plupart sont dans le bas du ventre sur le flanc droit. Au moins 3 adolescents sont dans un état grave. Le drame a eu lieu avant les cours, vers 7h15 heure locale, soit vers 13h15 heure de Bruxelles. L'agresseur a été apparemment maîtrisé par le proviseur du lycée et par un policier. Et enfin, l'épidémie de la fièvre Ebola en Afrique occidentale est l'une des épidémies qui comporte le plus de défis depuis l'apparition de la maladie il y a 40 ans. C'est ce qu'a estimé mardi l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, alors que le nombre de morts atteint 111. Et si le virus Ebola devait gagner d'autres continents ? Apparu le 9 février dans le sud de la Guinée, l'épidémie s'est rapidement propagée en Afrique occidentale. En 2 mois, elle est devenue la préoccupation première de l'Organisation mondiale de la santé. Son vice-directeur s'en expliquait ce mardi. C'est l'une des pires flambées d'Ebola auxquelles nous ayons jamais été confrontés. Et parmi les raisons qui la rendent plus difficile à gérer, il y a avant tout la très large dispersion géographique des cas. L'épidémie est venue d'un certain nombre de districts et aussi d'une grande ville de Guinée, Conakry. 157 cas ont été répertoriés en Guinée, dont 101 mortels. Apparu dans le sud, l'épidémie a gagné Conakry, la capitale portuaire, où 20 cas ont été recensés, puis le Libéria voisin avec 21 cas, dont 10 mortels. Enfin, 9 cas suspects ont été signalés au Mali. Ebola a été identifié pour la première fois en 1976 au Soudan et au Zaïre de l'époque. 280 des 318 cas recensés alors se sont avérés mortels. Les médecins sur place aujourd'hui doivent se protéger de la tête aux pieds pour approcher les malades. Ils se sentent démunis. On est confronté à la souche la plus agressive d'Ebola, la souche Zaïre. C'est une souche qui tue plus de 9 personnes sur 10. Il n'y a pas de traitement, donc on n'a pas un médicament qui tue spécifiquement le virus. La période d'incubation varie de 2 à 21 jours, puis viennent les premiers symptômes, fièvre, maux de tête et de gorge, douleurs musculaires, rougeur sur la peau. Très vite, le patient souffre d'insuffisance hépatique et rénale, de diarrhée, d'hémorragie interne et externe. Dans 90% des cas, la mort survient en un peu plus d'une semaine. Jusqu'à présent, la pire épidémie connue remontait à 2000 en Ouganda. 425 cas avaient été confirmés, 224 décès. Cette année, c'est la première fois que le virus touche l'Afrique de l'Ouest, source d'inquiétude supplémentaire. Ce virus, le voici, inoffensif entre 2 lames de laboratoire. Et pourtant, en 40 ans de recherche, toutes les pistes explorées pour lui barrer la route se sont avérées vaines. Sur son origine, l'hypothèse dominante est qu'Ebola aurait été introduit par des chauves-souris porteuses. L'homme l'aurait contracté soit par contact, soit en consommant leur viande. Chez les humains, le virus se transmet par les liquides organiques. Les corps des malades décédés restent contagieux.